Bonjour Jean-François Colossimo. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci Vous à êtes vous. également l'auteur d'un livre passionnant, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre, de religion en Europe, aux éditions Albin Michel. On va parler effectivement de ce sommet de l'OTAN dans un instant, mais d'abord, cette tension du week-end entre la Russie et la Turquie, entre Poutine et Erdogan potentiellement. Ce qui est en cause, c'est ce retour de Volodymyr Zelensky en Ukraine avec des combattants d'Azov. Il s'était particulièrement illustré dans la bataille de Mariupol. Le Kremlin parle d'une violation des accords qui avaient été conclus et en l'occurrence, il est vrai qu'ils devaient rester en Turquie, ces combattants, jusqu'à la fin de la guerre. Erdogan a-t-il trahi la Russie, comme on a pu l'entendre à la télévision russe? A-t-il laissé tomber Poutine? Alors, il n'a pas laissé tomber Poutine, mais oui, il a trahi sa parole, puisqu'en plus, c'était un engagement personnel qu'il avait pris, n'est-ce pas? C'est pas l'État turc, c'était lui, Erdogan, qui se portait garant, en fait, de cet échange de prisonniers. Les Russes ont récupéré leurs prisonniers, et lui, il prenait ce dernier carré des résistants d'Azov, et puis il devait plus se battre. Et voilà qu'il revient dans l'avion de Zelensky, et évidemment, ils vont reprendre les armes. C'est une provocation. Ils l'ont déjà annoncé, en effet. Oui. Ouais, c'est une provocation dont Erdogan est tout à fait spécialiste. C'est aussi le sens de ses relations avec Vladimir Poutine, où ils se bousculent l'un l'autre sans arrêt. Mais il y a surtout que finalement, c'est un signal que Erdogan envoie avant le sommet de l'OTAN, n'est-ce pas? Dont il est membre. Dont il Une est manière de membre. rappeler, je suis pas 100% derrière Poutine, en fait. Non, c'est toujours le problème de la Turquie. C'est un Est-Ouest, c'est un Occident-Orient. Alors, un coup, effectivement, il est avec l'Orient, pas simplement la Russie, la Chine aussi. Mais d'un autre côté, il est l'héritier aussi de cette Turquie kémaliste qui avait fait le choix de l'Occident. Alors, il a un grave problème intérieur, c'est les Kurdes. Ces Kurdes, ils sont très représentés en Suède. La Suède est candidate à l'entrée dans l'OTAN. Erdogan, en fait, ne veut pas en entendre parler tant que les Suédois ne renoncent pas eux-mêmes, en fait, à cette présence délégation diplomatique kurde. Et donc, il fait le forcing. Et en même temps, comme Zelensky vient à Istanbul, à Ankara, il fait un geste qui lui coûte à peu près rien, si ce n'est finalement que Poutine va être très énervé. Mais ça, en fait, le jeu entre les deux hommes a toujours été De cette constant. nature. Il y a quand même une visite qui est prévue en août. En théorie, Poutine est censé se rendre en Turquie. Dmitri Peskov, son porte-parole, a été interrogé à ce sujet. Il dit un contact est possible, il n'y a pas encore de date. C'est une manière de dire aussi, bon certes la visite est programmée, mais on va voir. Il y a cette tension qui est entretenue. Oui, mais vous voyez, il y a deux choses. La première, c'est que quand on regarde Vladimir Poutine, c'est un joueur d'échecs, n'est-ce pas? Mais quand on regarde Erdogan, c'est un joueur de jaquet, de bagamon. Vous savez, ce jeu qu'on joue en Orient, où en fait, avant de déplacer une pièce, on lance les dés. Ce sont les dés qui décident. Bon, c'est un joueur, en fait, très impulsif, Erdogan. Alors voilà, il donne un signal à Zelensky, il donne un signal à l'OTAN, mais en même temps, son véritable problème, c'est que le traité des céréales, n'est-ce pas, arrive à terme le 17 juillet et qu'il lui faut le renégocier. Et on verra à ce moment-là ce qu'il en est de son véritable rapport de force avec Vladimir Poutine. Vous voyez, il ne faut donc pas prendre ces petits gestes symboliques. Ils nous cachent en fait l'essentiel, c'est que la Turquie est dépendante alimentairement de la Russie. Et une diplomatie du rapport de force qui est parfois différente de la diplomatie policée telle que nous on l'imagine. Juste une question encore sur les combattants d'Azov. On hésite parfois sur l'adjectif à utiliser. Est-ce qu'ils sont nationalistes, ultranationalistes? Certains disent même néo-nazis, c'est la rhétorique, en particulier côté russe. Qu'est-ce qui vous paraîtrait être la bonne manière de les désigner? Écoutez, il ne s'agit pas évidemment de donner raison à la Russie, mais le mouvement Azov, à l'origine, c'est un mouvement très suprémaciste, blanc, ukrainien, plus que nationaliste. Voilà. Ce mouvement, qui a développé une missile, a été intégré dans la garde nationale ukrainienne à partir de 2014, c'est-à-dire à partir du moment où la Russie a pris la Crimée et s'est infiltrée dans le Donbass. Aujourd'hui, Azov est un mouvement, on va le qualifier de chauvin et patriotique, mais c'est un mouvement qui a été largement normalisé sur ses extrêmes idéologiques. Il s'est donc adouci, attendri. Il a été surtout intégré, puis aujourd'hui, l'Ukraine est une nation en armes, donc Azov trouve naturellement sa place. On verra plutôt, après la paix, ce qu'il y adviendra d'eux. voilà, Et quand quelle elle sera leur viendra, place. on verra ce que deviendra ce mouvement, et de manière plus générale, ce que deviendra le nationalisme ukrainien. L'autre actualité du week-end, c'était la question des sous-munitions, avec l'engagement des États-Unis
à livrer des bombes à sous-munitions à l'Ukraine, ce qui bien sûr suscite la satisfaction de Zelensky, qui dit que là il y a un indispensable programme d'aide. C'est malgré tout une décision qui est très contestée sur le plan international. Beaucoup de pays d'ailleurs, eux, s'engagent à ne jamais utiliser ni livrer de bombes à sous-munitions. C'est le cas de bon nombre de pays occidentaux. Pas le cas des États-Unis. Joe Biden a reconnu malgré tout que la décision avait été difficile, mais que ça représentait la bonne chose à faire. L'enjeu est très simple. Ce sont des bombes qui peuvent laisser des munitions au sol pendant des années, des dizaines d'années. Des pays qui ont vécu ça dans leur chair, comme le Cambodge, se sont exprimés en disant ne faites pas ça. Est-ce que vous diriez également c'est la bonne chose à faire, c'est la bonne décision? Non, je crois que, si vous voulez, nous sommes face à des échanges symboliques extrêmement forts. Nous venons de passer le cap des 500 jours, et en fait, C'était samedi, en effet. de cette guerre, on ne voit toujours pas le commencement de la solution. Cette guerre, elle a totalement bouleversé l'ordre international. Il y a un véritable problème, on le voit bien. La contre-offensive ukrainienne stagne. Les gains territoriaux sont très médiocres. Il y a quelques progrès autour de Bakhmut ce week-end, mais c'est effectivement très limité. Voilà. La brèche n'est pas là, en tout cas, qu'on pouvait espérer. Donc, par rapport à ça, que se passe-t-il? Il y a cette fameuse question de l'entrée ou non de l'Ukraine dans l'OTAN, qui est une question parfaitement rhétorique, parce que c'est très simple. L'OTAN, c'est une alliance défensive. Si l'Ukraine, après-demain, entre dans l'OTAN, ça veut dire que nous entrons en guerre avec la Russie. Pour le coup, Joe Biden, là aussi, s'est exprimé. Je le cite, pardon, Jean-François Colessimo. Je ne pense pas qu'elle soit prête, l'Ukraine, à faire partie de l'OTAN. C'est ce qu'il a dit hier. C'est le veto absolu. Il veut même pas d'un vote, d'ailleurs. Il veut même pas que ça soit discuté. Puisque l'OTAN, c'est une alliance occidentale, c'est-à-dire, en fait, c'est une alliance américaine. Le poids des États-Unis est déterminant. Et Vous dites américaine, c'est une alliance normalement de l'Atlantique Nord qui concerne tous les pays. Regardez le poids américain dans l'OTAN et vous verrez que c'est un peu comme dans la ferme des animaux de Orwell. Tous les animaux sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. D'accord ? Il y a le poids effectivement militaire et budgétaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Biden annonce la livraison de ces armes qui sont des armes de destruction, mais qui ont surtout un intérêt stratégique très fort lorsqu'on est face à une artillerie qui résiste. C'est le cas des Russes. Les Russes sont très désorganisés, mais là, ils se sont pour une fois organisés et leurs lignes de défense sont vraiment très profondes et il faut les réduire. Alors, il n'y a que deux façons de les réduire, c'est soit l'aviation, soit ces bombes à sous-munitions. Alors, les Américains les donnent. Les Américains les donnent, tout le monde est surpris. C'est un pas, une escalade. Mais tout de suite, vous avez la désescalade. Non, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, déclare Joe Biden. Ah, donc vous pensez qu'il faut voir les deux discours en parallèle? Ce sont deux faces d'une même pièce. Je pense que la question, c'est parce qu'on a appris que l'Amérique allait livrer ses bombes à fragmentation ou à sous-munitions. Eh bien, c'était un geste clair. Vous voyez, tout le monde, en fait, est en train de se préparer à ce sommet où il ne va pas se passer grand-chose, si ce n'est probablement le fait qu'on va donner des garanties de sécurité à l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine a été agressée, nous sommes allés l'aider, et bien désormais on va l'aider sur le long terme, mais il ne va pas y avoir de changement en fait de la structure de la guerre. Mais Jean-François Colessimo, Volodymyr Zelensky, élucide sur le fait que son pays ne va pas adhérer à l'OTAN maintenant. Les Ukrainiens eux-mêmes évoquent souvent l'horizon de la fin de la guerre. L'idée c'est qu'il faut qu'on soit prêt dès que la guerre se termine. Il a quand même demandé, le président ukrainien, à avoir un signal clair, c'est sa formule, sur la possibilité d'adhésion à l'Ukraine, une forme d'engagement qui serait pris, moral, voire de calendrier. Quel signal l'OTAN peut donc envoyer cette fois-ci? Rien pour vous. Développer un plan décennal, un plan quinquennal, un plan sur 25 ans d'assistance à l'octroi à l'Ukraine de capacités de défense qui viendraient en fait, je veux dire, empêcher ou retarder ou diminuer une nouvelle agression comme donc une forme de bouclier supplémentaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en ce moment, on va le faire pendant 25 ans. Voilà. C'est ça, je pense qu'il va être, enfin, je n'en sais rien, mais ça serait, disons, une issue raisonnable pour tout le monde. Le problème, c'est que les engagements que nous prenons ne sont pas suivis d'effet parce que les armes arrivent à retardement et deuxièmement, leur emploi est souvent compliqué. Je précise que ces deux journées du sommet de l'OTAN à Vilnius, mardi et mercredi, seront bien sûr à suivre en détail sur LCI avec tous nos envoyés spéciaux sur le terrain. Dès aujourd'hui, il y a la visite du président Biden au Royaume-Uni. Il y est arrivé hier soir, il doit rencontrer le Premier ministre et le roi. Il y a également, avant même ce sommet, l'engagement polonais sur lequel je voudrais qu'on revienne, Jean-François Colessimo, parce que les Polonais... Ah oui, mais
Je mais devine oui. ce que vous allez dire. Il y a, avec la Pologne, un acteur très particulier, puisqu'on sait que la Pologne aide avec à la fois un agenda personnel, son propre avenir, et parfois un agenda de politique intérieure aussi. Il y a des élections Bien dans sûr, mais quelques tout le mois. monde joue comme ça, d'abord, d'une part. C'est ça un peu le problème des démocraties face à Poutine, n'est-ce pas? Avec le poids des opinions aussi, qui risquent de s'essouffler face à cette guerre. Et donc la mobilisation des opinions, ça serait très grave. Mais la Pologne, elle regarde dans le rétroviseur. Elle a été dépecée plusieurs fois, non seulement par la Russie, par l'Allemagne, mais elle se rappelle aussi qu'à un moment, elle était la puissance dominante. Donc, elle aussi, elle envoie des messages avant le sommet de l'OTAN. Qu'est-ce qui se passe? Le président polonais se rend, en fait, dans l'ouest de l'Ukraine, Il y était hier, oui. avec Zelensky, et puis voilà que d'un coup, ils commémorent ensemble le massacre de 100 000 soldats polonais par des milices ukrainiennes qui étaient, à l'époque, pour le coup, ça, c'était l'ouest de l'Ukraine seulement, pro-nazis. Bon, entre autres, l'endroit où ils font ça, Lutsk, c'est aussi tout de même un lieu éminent de la Shoah, parce qu'il y avait un important ghetto juif qui a été totalement éradiqué. Mais ça, je dirais, ça a été mis de côté, en quelque sorte, parce qu'il s'agit de célébrer l'alliance. Disons qu'on fait l'inverse, justement, on met en scène la réconciliation aujourd'hui nécessaire. Il y a eu des mots hier, le président polonais dit « nous sommes plus forts ensemble », Volodymyr Zelensky, nous travaillons ensemble. Oui, alors la Pologne dit finalement, l'Ukraine c'est un grand pays, c'est tout ce que vous voulez, mais l'Ukraine, elle a besoin d'un parrain. Et c'est nous. Et de la même façon, la Pologne envoie 1000 hommes à la frontière de la Biélorussie dans l'hypothèse où Wagner s'installerait en Biélorussie. Donc vous voyez que vous avez une Pologne qui joue extrêmement fort. En plus, les pays baltes suivent la Pologne. Donc avec la Pologne, vous avez en fait la pointe belliciste, si je puis dire, de l'OTAN, parce que la Pologne verrait bien en fait que nous déclarions la guerre à la Russie. C'est sa hantise. Et là-dessus aussi, Joe Biden va doucher froid en quelque sorte les Polonais. En retenant la main des Polonais. Alors c'est intéressant, vous venez d'employer le terme de parrain. Il y a aussi l'annonce par les Polonais, c'est le Wall Street Journal qui s'en fait l'écho, de 12 hélicoptères de combat Mi-24 de fabrication soviétique. Les Polonais, ils sont en première ligne. Alors pas en masse. En masse, les Américains restent, on le disait tout à l'heure, les plus gros pourvoyeurs d'aide. Mais on va dire dans la velléité d'avancer, comme vous le disiez, la volonté d'avancer le plus possible dans le règlement du conflit, il y a le rôle polonais. Quand vous dites parrain, ça veut dire que pour vous, la Pologne a l'espoir d'avoir une Ukraine sous sa coupe, sous son influence? Écoutez, la Pologne, vous connaissez le régime à l'intérieur actuel de la Pologne. C'est un régime qui veut ramener la Pologne en 1930, en quelque sorte. Avec un gouvernement nationaliste. Avec un côté chauvin, avec un côté conservateur, avec un côté extrêmement réactionnaire. Ce qui fait que la Pologne n'a jamais admis, en fait, un réfugié sur son sol. Mais elle a admis, en revanche, 2-3 millions d'Ukrainiens. C'est que dans l'esprit de la Pologne actuelle, du gouvernement polonais, ce n'étaient pas des réfugiés, c'était en fait leurs petits cousins, n'est-ce pas? Et oui, la Pologne a une espèce de complexe de supériorité face à l'Ukraine dont Zelensky ferait bien de se méfier. Malgré tout, il le sait. Il joue avec les cartes qu'il a. Et la Pologne va être certainement la plus véhémente lors de ce sommet de l'OTAN. D'ailleurs, le président polonais a annoncé que c'est lui qui représenterait l'Ukraine. Mais c'est lui qui représenterait l'Ukraine. Tiens donc. Ce qui veut dire quoi? Que l'Ukraine, c'est une annexe de la Pologne? Effectivement, avec des interrogations sur la manière dont l'Ukraine va s'associer et être représentée dans ce sommet. En miroir, je voudrais qu'on parle à un instant, non pas de l'OTAN, mais des BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ce week-end, l'Afrique du Sud a confirmé qu'elle allait bien organiser le sommet des BRICS prévu dans la deuxième quinzaine d'août. Il y a quand même toujours une interrogation, c'est la manière dont Poutine va y participer. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Le président sud-africain n'a pas clairement dit si Poutine serait physiquement présent. Le fait est que s'il va en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est supposée être obligée de l'arrêter. Il y a une autre interrogation, la présence ou pas du président français Emmanuel Macron, puisque sa ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna indiquait il y a quelques semaines qu'il était disponible et intéressé par une participation à ce sommet. Est-ce qu'il y a une chance, double question, à la fois que Poutine y soit en personne et à la fois que le président de la République française puisse y participer comme invité? Alors, ce sont deux questions très différentes. D'abord, parce que la première, c'est que vous voyez bien que l'Afrique du Sud, c'est vraiment la puissance de ce continent. Et c'est le président sud-africain qui a amené les grands pays d'Afrique, y compris l'Égypte, dans une tournée en Russie et en Ukraine qui a eu lieu le mois passé, au mois de juin, pour proposer un plan de paix africain, en quelque sorte. Donc, l'Afrique du Sud porte les espoirs du continent et leur représentativité
du continent. En même temps, elle a adhéré à la Cour pénale internationale. Mais en même temps, elle n'arrêtera pas cette Afrique du Sud, Poutine, s'il vient. Alors, face à cet imbroglio, parce que c'est ça le résultat de la guerre, c'est cet imbroglio permanent, vous voyez, Pologne, Ukraine, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, pour malgré tout inviter Vladimir Poutine et qu'il soit présent, le président sud-africain pourrait peut-être déplacer le sommet à Pékin. Ça serait une victoire pour la Chine. L'Afrique du Sud l'organiserait, mais l'organiserait dans un autre pays. Dans un autre pays où là, Poutine serait garanti. Il n'aurait rien à craindre. C'est une possibilité. Et la deuxième, c'est que oui, c'est une... Enfin, à mon sens, c'est pas à moi d'en juger, je ne vais pas distribuer de bons points. Mais c'est dans la vocation de la France, effectivement, de ne pas avoir une politique unilatérale, de ne pas être simplement soumise à Washington, d'être en relation avec tous ces pays qui attendent aussi. Alors, bon, leurs gouvernements sont souvent très très mauvais, la Chine, la Russie, etc. Mais les peuples derrière attendent peut-être certainement une forme de justice plus profonde dans les relations internationales au sein de la mondialisation. Si la France prend, je dirais, langue, prend voix là-dessus, bien sûr qu'on serait dans notre vocation historique. Je voudrais qu'on évoque également le sort de Wagner, Jean-François Colossimo. On a vu ces derniers jours des images de camps qui sont installés en Biélorussie destinés à accueillir les miliciens de Wagner. On avait dit ils vont aller s'installer en Biélorussie. Bon, il y a eu des déclarations surprenantes de certains de ces officiers disant pour le moment nous sommes tous en vacances et on reviendra un peu plus tard, jusqu'au début du mois d'août. Et puis on a par ailleurs toujours des interrogations sur la localisation réelle de Prigojine lui-même. Le président biélorusse Loukachenko disait la semaine dernière il est à Saint-Pétersbourg, il est peut-être parti à Moscou. Nos confrères de Libération, citant des services de renseignement occidentaux, disaient il est en réalité retenu au Kremlin. À quelle information se vouer de votre point de vue? Alors je crois que le scoop de Libération est quand même très crédible. Voilà, je pense que bon, ce sont de bons journalistes et de bonnes journalistes qui connaissent parfaitement le terrain. Je pense que l'information est réelle, parce que personne ne sait sinon où est Prigojine. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'est pas en Biélorussie, n'est-ce pas? Alors, l'idée qu'il serait au Kremlin et qu'en fait, le Kremlin serait en train de régler avec lui, finalement, son futur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que va devenir Wagner? Qu'est-ce que va devenir Wagner en Afrique? Comment est-ce qu'on fait pour liquider, vous savez, c'est des règlements mafieux, comment est-ce qu'on fait pour liquider les avoirs de Prigojine? Mais qu'est-ce qu'on lui laisse? Qu'est-ce qu'il a dans son jeu aussi? Donc quel bout de la fortune on capte, quel bout de la fortune on laisse? Voilà, c'est ça. Et par rapport à ça aussi, vous voyez bien que le FSB fait une campagne contre lui. On le montre, on le ridiculise, on le montre avec toutes ses photos, avec des postiches. Enfin, on lui donne quasiment une allure un peu de terroriste international se déguisant, voire un peu de travesti, etc., dans l'esprit du FSB. Donc, on est en train de miner son image. Simplement, il a encore en main des cartes. Et la principale, c'est la présence de Wagner en Afrique. Qu'est-ce que ça devient? Parce que c'est là où il y a en fait le véritable projet du Kremlin, et c'est là où en fait il y a un véritable système d'aspiration des richesses de l'Afrique et un lieu d'influence. Est-ce que ça veut dire, en creux, que le régime a malgré tout réussi à se consolider, que Shoïgu, le ministre de la Défense, Gerasimov, le chef d'état-major, et par là même le pouvoir de Poutine, après cette période de soubresaut, se sont restabilisés? Et vous êtes dans un film de Scorsese et Coppola. Oui, pour l'instant, il y a une aile du gang qui a pris le dessus sur l'autre. C'est ça qui se passe. Voilà. Et Prigojine, ben finalement, c'était un petit boss excentré, etc. Il a voulu aller au centre, se faire voir, se faire valoir. Il a lamentablement échoué. Donc maintenant, c'est la logique des dépouilles. Combien de temps on va le laisser en vie? C'est peut-être ça la vraie question qu'il faut se poser sur Prigojine. Il y a, vous dites là, un système mafieux. En face, il y a le discours, on a toujours dit la communication ukrainienne. Ce week-end, il y a eu ces images publiées de Volodymyr Zelensky sur l'île aux serpents en mer Noire, qui a été prise, reprise, etc. Bon, c'est juste un caillou, hein, l'île aux serpents. Mais il en a profité pour enregistrer des mots où il vante le courage. Nous sommes le pays du courage. La rhétorique du courage. Est-ce que c'est aujourd'hui une forme de nouvelle exaltation d'un sentiment national? Le courage ukrainien, un nouveau récit national? Oui, alors, d'abord, si vous me permettez, l'île aux serpents, c'est pas rien, parce que c'est vraiment un verrou stratégique face aux embouchures du Danube, n'est-ce pas? Et les embouchures du Danube, le Danube, c'est aussi important que le Dniepr, puisqu'en face, vous avez la Roumanie, l'Ukraine, mais aussi la Moldavie, la Transnistrie. C'est un lieu que l'Empire russe a toujours voulu dominer. Cette île, elle a été, sous l'Union soviétique, un centre véritablement militaire, n'est-ce pas? Donc,
les Russes l'ont pris dès le début de la guerre, dès le 24 février. Les Ukrainiens l'ont repris. Il y a eu une légende formidable, c'est que la dizaine de gardiens qui étaient sur cette île au rocher a préféré mourir. C'était pas vrai. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, en fait, Douguin, l'idéologue de Poutine, disait l'île aux serpents, c'est le centre du monde. Dans ce centre du monde, eh bien oui, Zelensky est en train de construire un nouveau récit national. L'Ukraine est en train de se construire nationalement comme jamais.